Bien, bonsoir et merci à tous d'être là pour cette 5e et dernière séance de la première saison de l'UPIM, l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux. Je vais juste, avant de revenir au livre de Revel, Descartes inutiles et incertains, vous tenir un petit peu au courant de mon actualité éditoriale, parce que lors de la première séance, au début d'année, il m'avait été demandé quel était le lien entre l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux et l'Université populaire de Caen de Michel Onfray. Et il se trouve que donc Michel Onfray est un ami, mais c'est aussi un sujet de recherche pour moi. Et je lui ai consacré plusieurs ouvrages en cette année 2019. J'ai sorti au mois de janvier un cahier de Lerne qui lui est consacré, que j'ai dirigé. Au mois d'avril, un volume intitulé La danse des simulacres, dans la collection bouquins de Robert Laffont, qui reprend la totalité de ses écrits sur l'art dans une édition critique annotée. Et donc, demain sort en librairie Le Triment de la Plèbe, qui est un petit livre, qui est une synthèse, une présentation de la pensée politique de Michel Onfray et son évolution depuis 30 ans, donc, qui sera disponible dans toutes les bonnes librairies. Et comme à Issy-les-Moulineaux, il n'y a que des bonnes librairies, et bien vous le trouverez facilement. Voilà. Et oui, effectivement, on me rappelle que tous ces ouvrages, les 3 ouvrages que j'ai cités, sont aussi disponibles, bien sûr, à la médiathèque, si vous voulez les emprunter. J'en profite pour vous dire également que l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux connaît un succès croissant, puisque la séance précédente, la première séance sur Descartes, a fait 15 000 vues sur YouTube, alors qu'auparavant, je ne dépassais pas quelques centaines. Donc là, visiblement, il y a eu un effet Descartes. Les gens ont des comptes à régler avec Descartes. En tout cas, voilà, c'est une vidéo qui a beaucoup circulé. Et bon, l'UPIM se développe aussi sur le plan numérique. Donc je voudrais en profiter pour saluer aussi tous les gens, et visiblement, ils sont nombreux, qui nous regardent sur YouTube, et je les en remercie. Cela étant dit, donc, je voudrais revenir maintenant au livre de 1976 de Jean-François Revel, Descartes inutile et incertain. Alors, dans la séance précédente, j'avais rappelé que dans ce livre, Revel entend répondre à 4 questions finalement. Et les 4 questions sont les suivantes. Quel but Descartes assigne-t-il à la philosophie ? Quelle méthode suit-il pour atteindre ce but ? Quel est le contenu de sa philosophie tel qu'il en résulte de l'application de cette méthode ? Et enfin, quelles sont enfin les solutions de la philosophie cartésienne aux problèmes qui se posaient à la connaissance de son temps ? Voilà les 4 questions auxquelles Revel entend répondre, et de façon critique, dans Descartes inutile et incertain, en nous montrant que Descartes n'est pas ce qu'on nous a dit, finalement. Descartes n'est pas ce qu'on nous a raconté, donc il déchire les unes à la suite des autres toutes les cartes postales, disons, habituelles sur Descartes. Lors de la séance dernière, j'avais répondu aux 2 premières questions, en disant, avec Revel, que Descartes, sous couvert d'un héroïsme de la modernité et d'une posture messianique, j'avais dit qu'il avait lui-même contribué à forger, eh bien en fait, propose une conception parfaitement régressive de la philosophie par rapport à la Renaissance notamment, et que sa fameuse méthode, dont il passe pour être le parangon, eh bien, cette méthode n'est ni originale ni solide. Et Revel dit que peu ou prou, cette méthode, elle consiste juste à réactiver un idéal déductif issu de la philosophie du Moyen-Âge. Et c'est un peu ça l'une des thèses centrales finalement de Revel dans Descartes inutile et incertain, c'est que Descartes, c'est peut-être la carte postale majeure qu'il déchire, Descartes n'est pas le premier philosophe moderne, mais c'est le dernier des médiévaux, au fond. Et on va voir aussi aujourd'hui pourquoi, en reprenant les fameuses preuves de l'existence de Dieu. Donc, je voudrais ce soir répondre aux 2 autres questions que pose Revel à propos de la philosophie de Descartes. Quel est le contenu de la philosophie de Descartes qui résulte de l'application de sa méthode ? Et donc, quelle solution Descartes apporte-t-il aux problèmes de son temps et aux problèmes qui se posaient à la connaissance, notamment scientifique, de son temps ? Et on va avoir l'occasion de parler du Descartes scientifique,
qui, vous allez voir, n'est pas très reluisant. Alors, première question donc, quel est le contenu de la philosophie de Descartes? Eh bien, tout le système au fond de Descartes, et ça, bon, les commentateurs, même quand ils ne sont pas critiques, sont d'accord sur ce point, repose sur la métaphysique, et repose en particulier sur l'existence de Dieu. L'existence de Dieu, pour Descartes, est censée garantir la vérité, puisque le critère de l'évidence est insuffisant. Revel dit « Pour être certain qu'une idée est vraie, pourvu que je la conçoive clairement et distinctement, il me faut un Dieu qui me garantisse que je ne puis me tromper lorsque j'use correctement de ma raison dans les limites qui sont dans ma compétence. Cette invention du recours à la véracité divine, garante de l'exactitude des intuitions et des déductions effectuées selon les règles de la méthode, constitue l'hypothèse fondamentale des méditations métaphysiques de Descartes. » Alors, cette démarche qui fait de Dieu le fondement de tout, le fondement de la vérité, pour que je puisse penser quelque chose de vrai, il faut que Dieu existe, garantisse lui-même cette vérité. Eh bien, cette démarche amène Descartes à proposer dans ses méditations métaphysiques deux célèbres preuves rationnelles de l'existence de Dieu. Ce qui est déjà en soi assez étonnant, puisque ce genre de raisonnement n'avait pas été pratiqué depuis le Moyen-Âge. Cette idée de prouver ou de démontrer par la raison l'existence de Dieu. On se souvient en effet que saint Anselme au XIIe siècle et saint Thomas d'Aquin, je suis désolé, son image a été mutilée, j'ignore pourquoi. Et donc ces deux philosophes médiévaux, en leur temps, avaient chacun proposé des démonstrations ou des preuves de l'existence de Dieu pour montrer justement qu'on pouvait suspendre la foi et accéder à la certitude de l'existence de Dieu par la seule raison. Bon, ce qui est déjà une démarche qui pose un certain nombre de problèmes, puisque celui qui utilise sa raison, c'est un croyant qui suspend sa foi. Est-ce qu'on peut vraiment suspendre sa foi? Les preuves de l'existence de Dieu n'ont jamais fait croire personne. Bon, c'est un problème qui dépasse Descartes, mais je me permets de le signaler. Mais toujours est-il que le simple fait que Descartes, dans les méditations métaphysiques, on est en 1641, donc on est en plein XVIIe siècle, le simple fait que Descartes ait recours à ce type de raisonnement, cette idée de démontrer ou de prouver par la raison l'existence de Dieu, eh bien ça illustre un point fondamental du livre de Revel, dont j'ai parlé au début, c'est que Descartes propose en fait un retour pur et simple à la philosophie médiévale et scolastique. Jamais Montaigne, jamais philosophe de la Renaissance n'aurait eu l'idée de proposer une démonstration rationnelle de l'existence de Dieu. C'est totalement impensable. Et pourtant, ce qui est très bizarre, c'est que Descartes le fait. Descartes le fait et il ne semble pas du tout gêné par cette démarche. Ce qui montre, encore une fois, l'aspect foncièrement régressif, dit Revel, de sa philosophie. Alors, examinons ces deux preuves. La première preuve, c'est ce qu'on appelle la preuve par l'idée de perfection. C'est un des raisonnements les plus étranges, écrit Revel, qu'on puisse lire au XVIIe siècle, raisonnement qui paraît plutôt faire ressusciter le Moyen-Âge qu'annoncer le siècle des Lumières. Alors, en quoi consiste cette preuve par l'idée de perfection? Elle consiste à dire que dans la mesure où il ne peut pas y avoir plus dans l'effet qu'il n'y a dans la cause, il y a toujours plus, il ne peut pas y avoir plus dans l'effet que dans la cause, c'est un principe scolastique extrêmement général. Descartes déclare que l'esprit humain peut très bien se forger l'idée des animaux, des végétaux, de tous les éléments extérieurs de la perception en général, sans que ceux-ci existent réellement. C'est-à-dire, je peux tout remettre en doute et avoir des idées de choses sensibles, mais ces idées seraient dans mon esprit, mais les choses extérieures, pour autant, n'existeraient pas réellement. Mais, dit Descartes, ce n'est pas possible pour Dieu. Je ne peux pas avoir une idée de Dieu et en même temps dire que Dieu n'existe pas réellement. Alors pourquoi? Descartes va dire parce que c'est Dieu lui-même qui a mis cette idée en moi. En effet, ce n'est pas moi, être fini et imparfait, qui ai pu me forger tout seul, de toute pièce, l'idée d'un être infini et parfait. Alors, Revel résume ainsi la preuve par l'idée de perfection chez Descartes.
Je découvre bel et bien dans ma pensée, poursuit Descartes, l'idée d'un être à la fois infini et parfait. Là, je me suis trompé, c'est infini et parfait. Cette idée est celle de Dieu. Comme mon esprit est lui-même fini et imparfait, l'idée de Dieu ne peut donc avoir été mise en lui que par Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle la preuve par l'idée de parfait, ou preuve par l'idée de perfection. Et selon Revel, cette fameuse preuve par l'idée de parfait comporte au moins deux fautes logiques majeures. La première, elle consiste à passer, disons, du quantitatif au qualitatif. Et ce que dit Revel, c'est que Descartes substitue la notion de perfection à celle de maximum ou de minimum, ce qui lui fait dire la chose suivante. S'il est exact qu'un effet ne peut pas contenir plus que sa cause, encore faut-il préciser l'angle sous lequel on se place. Et le problème de ces raisonnements théologiques, c'est qu'ils sont extrêmement généraux, finalement. Faute d'une telle précision, on pourrait dire par exemple qu'un animal adulte est un effet qui contient plus que le spermatozoïde d'où il provient, parce qu'il est plus grand et pèse plus lourd que le spermatozoïde en question. Donc déjà, cette idée de fait que l'effet ne peut pas contenir plus que sa cause pose déjà problème, parce que c'est trop général. Mais la seconde erreur, peut-être plus grave, elle consiste à admettre, disons, une sorte de hiérarchie et de système de valeurs où les êtres sont répartis le long d'une échelle ascendante en fonction de leur plus ou moins grande dignité. Les minéraux seraient moins parfaits que les végétaux, eux-mêmes moins parfaits que les êtres vivants animés, etc., etc., et viendrait ensuite l'homme et tout au-dessus Dieu. Alors justement, cette vision hiérarchique, là encore empruntée à la tradition médiévale de la nature comme création de Dieu justement, cette vision est parfaitement arbitraire et totalement anti-scientifique. Elle marque une fois de plus une régression considérable par rapport à la Renaissance, jointe à une espèce de pétition de principe. C'est-à-dire, ce qui est supposé être à démontrer, l'existence de Dieu, est en fait présupposé dès le départ dans la structure même du raisonnement. Revel dit « À quel titre, en effet, un homme peut-il être considéré comme plus parfait qu'une pierre ou un insecte? À quel point de vue ?» L'affirmé relève d'un anthropocentrisme béat, très en retrait par rapport au décentrement de l'homme opéré par Montaigne, donc au siècle précédent, anthropocentrisme qui repose en outre sur l'hypothèse qu'il s'agissait justement de démontrer, à savoir l'existence de Dieu, puisque c'est seulement comme créature plus proche de Dieu que les autres qu'un homme peut se croire... Ah, là j'ai fait une erreur dans ma citation, je pense. Qu'un homme peut se croire plus parfait qu'un caillou. Donc là encore, pétition de principe, la structure du raisonnement suppose ce qui est à démontrer. Mais bon, au-delà même des fautes de raisonnement, au-delà même des approximations logiques, ce qui est réellement problématique chez Descartes, c'est de voir à quel point il ne soumet l'idée de Dieu elle-même à aucune analyse, tant soit peu critique, à aucun doute méthodique ou radical. Normalement, Descartes est le philosophe du doute. Alors, le problème qui se pose, c'est qu'à jamais à un seul moment, il ne doute de l'existence de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà noté dans la séance précédente. L'idée de Dieu, dit Revel, est chez Descartes le type même du concept non soumis à l'analyse critique et philosophique. Considéré comme acquis, en effet, que la conception monothéiste de Dieu, telle que Descartes la recevait d'une part de la religion de ses pères, d'autre part d'une très vieille culture théologique, est une idée innée et non pas héritée de la tradition, c'est faire preuve de crédulité philosophique. Parce que pour Descartes, Dieu, c'est ce qu'on appelle une idée innée. C'est une idée que nous avons dès la naissance et que nous n'avons pas acquise. Et ce qui pose problème, c'est que, alors qu'au début de la première méditation, Descartes se dit qu'il a reçu beaucoup de choses douteuses lors de son éducation et que désormais il va passer tout ça au crible d'un doute méthodique, impitoyable, radical, etc., etc. Donc, il va révoquer, dit-il, toute chose en doute, au début des méditations métaphysiques, dans la première méditation. Eh bien, malgré ça, il considère l'idée de Dieu comme innée et absolument pas du tout acquise, d'une façon ou d'une autre, par la culture, par l'éducation, par la socialisation. Est-ce qu'on peut vraiment penser sérieusement qu'un enfant à qui on n'enseignerait jamais l'idée de Dieu pourrait la retrouver en lui par ses propres moyens ?
Alors là, je voudrais faire une référence à quelque chose dont Revel ne parle pas dans son livre, mais qui me semble intéressant à mettre en perspective. Il faut rappeler que Descartes est contemporain de l'évangélisation de la Chine par les jésuites, et notamment le célèbre Matteo Ricci. Et alors ça, c'était quelque chose que nous avait raconté Claude Agege lors d'un cours au Collège de France, je me souviens, ça m'avait frappé. Et il nous avait dit que lorsque, au XVIIe siècle, les missionnaires jésuites donc, étaient arrivés en Chine, eh bien, ils ont été confrontés dans leur volonté d'évangéliser et de christianiser la population chinoise à un problème très simple. C'est-à-dire que les Chinois n'avaient pas de mots dans leur langue pour dire Dieu. Alors comment est-ce que vous enseignez l'idée de Dieu à quelqu'un qui n'a pas ce mot dans sa langue? C'est problématique. Donc, ce que nous avait dit Claude Agege, c'est qu'ils ont essayé finalement de bricoler comme ils pouvaient et qu'ils ont emprunté les caractères empereur et ciel qu'on peut trouver en chinois. Et donc, ils ont dit Dieu, c'est l'empereur du ciel. Bon, et ils ont fait comme ils pouvaient, mais alors, bon, ils se posaient des questions, mais qu'est-ce qu'il fait là-haut et pourquoi il ne descend pas, etc. etc. Donc, cette transposition, elle posait des problèmes aussi pour les autochtones qui étaient marqués par des philosophies de la nature immanentes, issues du taoïsme notamment, philosophies pour lesquelles l'idée d'un Dieu unique, créateur du monde, et transcendant par rapport à ce monde n'allait absolument pas de soi. Donc ce simple constat empirique semble ruiner la certitude cartésienne qui est affirmée mais qui n'est jamais réellement démontrée au fond, certitude selon laquelle Dieu serait une idée innée, universelle et indépendante des sociétés et des cultures. Alors, deuxième preuve de l'existence de Dieu chez Descartes, ce qu'on appelle l'argument ontologique. La seconde preuve de Dieu utilisée par Descartes dans les méditations, c'est la preuve qu'on appelle ontologique, qu'on dit parfois l'argument ontologique. C'est une preuve qu'il reprend, alors il ne cite pas, mais il le reprend du philosophe médiéval Saint Anselme, dont je vous ai projeté l'image juste avant, un philosophe du XIe siècle. Alors qu'est-ce qu'on appelle en philosophie la preuve ontologique ou l'argument ontologique ? Cet argument consiste à déduire la nécessité de l'existence de Dieu, de son existence réelle, de la définition même de son être. Et ça consiste à dire que si Dieu est un être absolument parfait, c'est la définition même de Dieu, Dieu est un être absolument parfait, eh bien à ce moment-là, il ne peut lui manquer aucune perfection, et s'il a toutes les perfections, il est nécessaire qu'il existe, puisque un être qui aura toutes les perfections, mais auquel il manquerait l'existence, ne serait pas un être absolument parfait. Autrement dit, cet argument ontologique consiste à dire que l'existence est en quelque sorte une perfection nécessaire qui est incluse dans la définition même de Dieu, dans la nature même de Dieu. Attendez, il y a une citation que je n'ai pas mis dans mon diaporama, mais c'est pas grave parce qu'elle est assez courte, alors je vais vous la lire. L'argument ontologique, dit Revel, consiste à raisonner comme suit. Dieu est un être souverainement parfait. Or, l'inexistence est une imperfection. Inversement, on ne saurait concevoir un être parfait auquel manquerait l'existence. Donc, un être parfait existe nécessairement, sans quoi il ne serait pas parfait. Voilà ce qu'on appelle l'argument ontologique que Descartes reprend et réutilise dans les méditations métaphysiques. Alors, Revel rappelle que cet argument ontologique a été révoqué par Kant au XVIIIe siècle dans la critique de la raison pure. C'est d'ailleurs à Kant qu'on doit l'expression d'argument ontologique. Et Kant va insister en effet sur l'idée que l'existence ne peut pas être conçue comme un pur prédicat logique qu'on pourrait déduire à partir d'un raisonnement. Le fait que quelque chose existe, ça ne relève pas de la déduction logique, mais de l'expérience. Donc, exister n'est pas un attribut logique, c'est ce qui fait que l'ensemble d'une notion correspond à une réalité ou pas. Donc, tout le problème de l'argument ontologique, et ça Descartes ne le remet pas en question, c'est qu'il prétend démontrer une existence réelle à partir d'un simple raisonnement. Et l'argument ontologique montre une nouvelle fois l'enracinement de la pensée de Descartes dans la théologie médiévale et la scolastique, puisqu'il reprend ce très vieil argument de Saint Anselme. Donc on voit que
Toute la pensée de Descartes repose sur l'évidence, et cette évidence elle-même ne peut se fonder que sur une garantie divine. C'est Dieu, en dernier recours, en dernière analyse, qui garantit l'évidence et la vérité de ce que je pense. Mais lorsqu'on les regarde de près, les preuves que Descartes donne de l'existence de Dieu sont très fragiles et pas réellement convaincantes. Et ce qui est très ennuyeux, parce que la méthode cartésienne et la science cartésienne n'existent que par son support métaphysique. Donc, le problème qui va se poser, maintenant, on va passer de la métaphysique, on va poursuivre l'exploration du contenu de la philosophie de Descartes en passant de la métaphysique à la physique. Avec une métaphysique aussi faible, Descartes ne peut avoir qu'une physique catastrophique. L'auteur du discours de la méthode est souvent auréolé d'une étiquette de scientifique, en raison de certaines de ses découvertes, notamment par exemple les lois de la réfraction en optique, ou aussi des découvertes en mathématiques, puisque Descartes était mathématicien. Mais par contre, ces nombreuses erreurs sont plus souvent passées sous silence. Le premier obstacle à la constitution d'une physique réellement scientifique, c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, cet enracinement théologique. Revel dit « Toute la physique de Descartes est le prolongement de sa théologie, étant entendu qu'il s'agit d'une théologie philosophique et non religieuse, c'est-à-dire ne faisant pas appel à la révélation, sinon à cette espèce de révélation qui est l'accord établi par Dieu entre la vérité et l'usage correct, conforme à la méthode de l'entendement humain. La théorie cartésienne de Dieu est à ce point omniprésente dans l'ensemble de sa philosophie de la nature que, par exemple, comme il l'expose dans les principes, donc principes de la philosophie, l'espace ne peut pas selon lui être dit infini, mais seulement indéfini. Et cela parce que l'infinité est une perfection de l'être et qu'on ne doit l'attribuer à aucun concept sinon Dieu. En quoi, donc en plus de cette proposition générale, la physique cartésienne est-elle parasitée par ses présupposés métaphysiques dans le détail de ses théories? Parce qu'il y a une physique de Descartes, il a fait des propositions pour la science physique. Alors, on caractérise habituellement la physique de Descartes par deux positions, ce qu'on appelle le mécanisme, le monde est une suite de mouvements, et le géométrisme, c'est-à-dire la matière se réduit uniquement à l'étendue géométrique. Concernant le premier point, le mécanisme, Revel note que toute la physique de Descartes est fondée sur ce que Leibniz a appelé, dans un texte de 1686, son erreur mémorable. Cette erreur mémorable qu'a faite Descartes, c'est le principe de la conservation du mouvement. On sait en effet que la caractéristique de la physique moderne avec Galilée, c'est d'avoir remplacé la définition qu'Aristote donne du mouvement comme passage de la puissance à l'acte, par le principe d'inertie. Alors, ce qu'on appelle en physique le principe d'inertie, c'est qu'un corps qu'aucun frottement ni obstacle n'arrête, eh bien, va continuer indéfiniment à se mouvoir en ligne droite. Le principe d'inertie, il repose sur un autre principe qui est le principe de la conservation de l'énergie, les lois du choc entre deux corps. Et c'est précisément, dit Revel, l'enracinement théologique et métaphysique de sa philosophie qui le conduit à cette erreur. En effet, si Descartes affirme le principe de la conservation du mouvement, alors que le véritable principe, prendre en compte des lois du choc, est le principe de la conservation de l'énergie, c'est pour deux raisons non scientifiques, et je dirais même non rationnelles. La première, qu'il faut que l'univers se conserve, car c'est une conséquence du principe de l'immutabilité divine. La seconde, que ce qui se conserve ne peut pas être de l'énergie, car aucun être autre que Dieu ne peut contenir une puissance autonome, une force propre. Selon le principe de la création continuée, il faut que tout être dépende de Dieu pour chaque seconde de sa survie. Donc, on voit ici que l'enracinement théologique et métaphysique de Descartes le conduit à une erreur scientifique majeure. De même, le géométrisme de Descartes, qui le pousse à dire que toute la matière se réduit à de l'étendue, eh bien, ce géométrisme lui permet d'aligner la physique sur la géométrie et d'en faire ainsi une science a priori, ce qui lui permet de passer outre les démarches expérimentales, contrairement à un Galilée, par exemple. Et comme je l'avais dit lors de la dernière séance, il y a en fait une supercherie orchestrée par Descartes dans son utilisation du modèle mathématique. On dit Descartes, c'est le philosophe des mathématiques, donc rigoureux, précis, etc. etc. Bon.
En fait, ce que dit Revel, c'est que Descartes retient des mathématiques surtout l'idée d'une science déductive a priori, d'une science des principes, d'une science du raisonnement rigoureux, que la philosophie aurait pour but d'imiter. Mais pour la physique mathématique de Galilée, la formalisation mathématique, elle ne vient que dans un second temps, après l'expérience et après l'observation. Et la physique cartésienne, au contraire, elle est purement a priori. En fin de compte, c'est pas vraiment une physique, c'est plus une simple philosophie de la nature, comme il y a une philosophie de la nature d'Aristote, une philosophie de la nature qui repose sur des hypothèses arbitraires et qui d'ailleurs n'est pas du tout mathématisée. Ça c'est très frappant aussi chez Descartes, contrairement à Galilée qui met les lois physiques en équation. Il n'y a pas d'équation chez Descartes pour mettre les lois physiques. Donc on est plus dans une espèce de philosophie de la nature qu'une physique au sens propre. Et je vais reparler dans quelques instants de comment Descartes a complètement manqué Galilée. Un mot aussi sur la théorie des animaux-machines. La fameuse théorie des animaux-machines n'est pas du tout une théorie matérialiste, même si elle sera interprétée dans ce sens parfois au XVIIIe siècle. Le but, quand Descartes dit que, bon, alors, la théorie des animaux-machines, ça consiste à dire qu'effectivement, les animaux ne sont que des ressorts, les animaux sont purement analogues à des machines, et ils n'ont pas d'âme, bien sûr, pour Descartes. Et lorsque Descartes affirme ça, son but est moins de ramener, disons, l'étendue à la matière, que de séparer métaphysiquement l'homme de l'animal. Et surtout de dénier à l'animal la possibilité d'avoir une âme, conformément, là encore, au cadre judéo-chrétien, biblique, le plus traditionnel. Et effectivement, pour Descartes, l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas même un animal raisonnable. Comme on le disait depuis Aristote, c'est une définition qui a été reprise pendant tout le Moyen-Âge, l'homme est un animal raisonnable. Alors on dit, ah oui, mais c'est magnifique, Descartes critique la conception médiévale de l'homme comme animal raisonnable. C'est donc que c'est un philosophe moderne, hein, c'est ce qu'on nous dit habituellement. Mais en fait, lorsque dans les méditations métaphysiques, Descartes critique la définition médiévale, donc issue d'Aristote, de l'homme comme animal raisonnable, on a l'impression que Descartes est un penseur moderne et antiscolastique, alors qu'en fait, il ne fait que reconduire la scolastique par d'autres moyens, en rendant possible justement une régression considérable par rapport à la Renaissance et par rapport à des penseurs comme Montaigne, qui est bien plus moderne que Descartes sur le plan philosophique, ou bien Bacon, qui est bien plus moderne que Descartes sur le plan de la méthode scientifique. Donc, on voit ici comment la métaphysique de Descartes oriente sa physique dans des erreurs scientifiques, dans des voies sans issue. La légende d'un Descartes qui participerait activement de la révolution scientifique du XVIIe siècle en prend donc, comme vous le voyez, un sacré coup. D'autant plus que ce n'est pas sa seule erreur scientifique. Pour une vérité découverte et mise en avant par ses commentateurs, par exemple les lois de la réfraction en optique, les lois de Descartes, ça, c'est une vérité scientifique, eh bien Descartes, en fait, a commis en physique un nombre d'erreurs scientifiques considérables qui proviennent de ses présupposés métaphysiques. Revel rappelle ainsi que Descartes passe complètement à côté des découvertes de Galilée, qu'il refuse sans ménagement, car justement celles-ci n'entrent pas dans le cadre de son système métaphysique. Alors il dit la chose suivante. Ainsi, en 1638, lorsqu'il lit les Discorsi de Galilée, alors les deux discours, hein, je les citerai tout à l'heure, qui viennent de paraître à Leyde, il écrit aussitôt à Mersenne, un de ses correspondants, « Tout ce qu'il dit de la vitesse des corps qui descendent dans le vide, etc., est bâti sans fondement. » Car il aurait dû auparavant déterminer ce que c'est que la pesanteur. Et s'il en savait la vérité, il saurait qu'elle est nulle dans le vide. Cette glorieuse affirmation que la pesanteur est nulle dans le vide découle de la conception cartésienne de la matière ramenée à l'espace, à l'étendue pure de la géométrie. Et comme il y a de l'espace partout, il ne saurait y avoir de vide. Donc, Descartes affirme l'inexistence du vide, ce qui est une erreur scientifique majeure.
Mais en plus de l'affirmation de l'inexistence du vide, Descartes a commis d'autres erreurs qu'on pourrait dire mémorables, en reprenant l'adjectif de Leibniz, sur le plan scientifique. Alors même que certains de ses contemporains, et il faut rappeler que Galilée meurt en 1642, 8 ans avant Descartes, alors même que certains de ses contemporains affirmaient, eux, des vérités, trouvaient des vérités scientifiques. Alors, quelles sont les erreurs scientifiques de la physique de Descartes ? D'abord, Descartes propose une théorie erronée du magnétisme qui s'inscrit en faux contre le démagnété de l'astronome anglais William Gilbert, qui a été publié pourtant en 1600, soit une trentaine d'années auparavant. Mais Descartes soit ne connaît pas ses travaux, soit en tout cas n'en tient pas compte. Il propose aussi une théorie erronée de la transmission instantanée de la lumière, alors que l'astronome danois Rømer allait montrer 25 ans après la mort de Descartes que la vitesse de la lumière pouvait être mesurée. Donc là, vous avez ces deux personnages, ces deux scientifiques importants du XVIIe siècle, enfin plus XVIe siècle pour Gilbert. Autres erreurs dans la physique de Descartes. Ça, c'est peut-être plus connu. Descartes propose aussi une théorie erronée de la circulation du sang. Et cette théorie, il l'a fait après celle du médecin anglais Harvey, qui lui défend une théorie scientifiquement juste et que Descartes critique. Et ce qui est embêtant, c'est que cette théorie de la circulation du sang qui est fausse, où Descartes imagine un modèle de pompe, etc., je ne me souviens plus très bien, mais je me souviens qu'on nous avait montré ce texte en terminale, d'ailleurs, sans nous exposer vraiment le contexte. Eh bien, cette grande théorie de la circulation du sang selon Descartes qui est fausse, elle est présentée dans la 5e partie du discours de la méthode comme justement une application de la méthode. Alors effectivement, c'est un petit peu embêtant parce qu'elle est complètement fausse. 4e exemple des erreurs scientifiques de Descartes, ce qu'on appelle la théorie des tourbillons. Alors, la théorie des tourbillons a pour fonction, conformément à la doctrine de l'Église, encore une fois, d'éviter de recourir à l'idée d'un mouvement de la Terre. La Terre elle-même est immobile, et ce sont, dit Descartes, des petits tourbillons qui l'entourent et qui la font tourner autour du Soleil. Donc, Descartes nie clairement le mouvement de la Terre, et il le nie encore dans la 3e partie des Principes de la philosophie, qui est son dernier livre de philosophie publié, donc qui paraît de son vivant, qui a été validé par lui, et qui est censé exprimer le dernier état de sa pensée. Donc il faut quand même rappeler que Descartes nie le mouvement de la Terre. Il n'a jamais varié sur ce point. Alors, on pourrait objecter que les principes de la philosophie ont été mis à l'index par l'Église catholique, après la mort de Descartes, 14 ans après sa mort. Et donc, le fait que les principes de la philosophie aient été mis à l'index, ça va aussi contribuer à la légende d'un Descartes subversif, justement. D'un Descartes qui, libre penseur, qui remet en question l'ordre établi, etc., etc. Un Descartes, un héros résistant, comparable à Galilée, précurseur du rationalisme des Lumières. Mais pourquoi cette mise à l'index, dit Revel? Certainement pas pour ses idées scientifiques, pour une raison bien précise. Là, vous avez un portrait de Harvey, ce médecin anglais donc, qui a découvert le mécanisme de la circulation du sang. Alors, Revel dit, si les principes, donc les principes de la philosophie, furent mis à l'index par Rome en 1664, ce ne fut pas pour avoir soutenu le mouvement de la Terre, mais on ne saurait penser à tout, parce que la théorie cartésienne de la matière était incompatible avec le dogme de la transsubstantiation. Car le changement miraculeux de la substance du pain et du vin en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ dans l'Eucharistie ne se conçoit pas s'il y a complète hétérogénéité de la substance spirituelle et de la substance étendue. Donc c'est pour cette raison précise que Descartes a été mis, enfin que les principes de la philosophie ont été mis à l'index, et pas du tout pour le contenu de sa physique qui était finalement assez conforme aux thèses de l'Église catholique. Alors, on pourrait bien sûr faire une objection et dire, bon, Descartes a fait des erreurs, et alors
tout le monde peut faire des erreurs, les scientifiques font des erreurs aussi. Mais Revel, justement, Revel compare sur ce point Descartes à Newton. Newton avait aussi, comme on le sait, des conceptions métaphysiques, personnelles, parfois un peu extravagantes. L'espace comme sens de Dieu, par exemple, sensorium Dei. Mais malgré tout, dit Revel, la différence fondamentale entre les deux, c'est que Newton ne parasite jamais ses théories scientifiques par ses conceptions métaphysiques personnelles, et qu'il conserve une étanchéité rigoureuse entre les deux, étanchéité rendue notamment possible par la mise en équation des lois qu'il formalise mathématiquement. Par exemple, la loi de la gravitation universelle, c'est une formule mathématique. Et le problème insurmontable que pose Descartes, selon Revel, c'est que, comme il fonde sa physique sur sa métaphysique, c'est une sorte de péché originel de sa philosophie, et sur la conviction que la connaissance de Dieu conduit à la connaissance détaillée de tout l'univers, eh bien, on ne peut pas séparer chez lui le physicien et le métaphysicien. La science cartésienne, dit Revel, ne constitue donc nullement un déchet sur lequel on puisse fermer les yeux avec une pudique indulgence, quelque chose d'adventice et de marginal. Le cartésianisme repose tout entier sur cette affirmation, dirigée contre tous les autres savants de son temps, qu'il est impossible d'aborder la connaissance des choses matérielles sans avoir au préalable établi les principes métaphysiques corrects où cette connaissance sera tirée. Alors, après la physique, quelques mots sur, disons, les sciences humaines, l'anthropologie et la psychologie. Alors, sur le plan des sciences humaines, Descartes a écrit à la fin de sa vie un traité à valeur à la fois anthropologique, médicale et psychologique qu'on appelle Les Passions de l'âme. Ce livre mérite-t-il d'être sauvé? Pas davantage que le reste, dit Revel, surtout si on le compare aux analyses de l'homme et de la psychologie humaine qui se pratiquaient à la même époque chez les moralistes. Les moralistes qui sont des héritiers de Montaigne, par rapport auxquels la pensée de Descartes constitue là aussi une régression. Revel dit « Comparé à n'importe quelle page de La Rochefoucauld ou de La Bruyère, ce que Descartes écrit des passions de l'âme paraît pauvre, et même, dans les parties consacrées à la description complète de la vie affective, laborieux, conventionnel et simpliste. Il est vrai que son propos est moins de réciter l'homme que de l'expliquer à partir de grandes lignes d'une métaphysique déjà entièrement fixée. C'est toujours le problème. Paru en 1649, donc il faut rappeler que Descartes meurt l'année suivante, en 1650, le traité des passions de l'âme est son dernier livre, et il se présente à la lecture comme un mélange de physiologie fantaisiste et de psychologie sommaire. Alors, pourquoi physiologie fantaisiste d'abord? Dans les passions de l'âme, Descartes, qui professe le dualisme et qui pose la distinction réelle entre l'âme comme substance pensante et immatérielle et le corps comme substance étendue et matérielle, eh bien, Descartes professe le dualisme, mais le problème qui se pose pour lui, c'est si l'âme et le corps sont deux substances séparées et hétérogènes, comment se fait-il qu'elles puissent s'unir et par où s'unissent-elles ces deux substances? Donc, Descartes a été obsédé toute sa vie, enfin, une partie de sa vie en tout cas, par cette idée de trouver un point de jonction et de communication entre l'âme et le corps, où, en quelque sorte, l'âme et le corps se touchent-ils, entrent-ils en communication, ce qui fait que l'âme puisse mouvoir le corps, par exemple. Alors, ce point de jonction, il va le trouver dans ce qu'il appelle la glande pinéale, qu'on appelle l'épiphyse, une glande du cerveau. C'est dans cette glande-là que l'âme et le corps s'unissent et communiquent, dit Descartes. Mais alors, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que l'âme et le corps s'unissent ici plutôt que dans l'auriculaire droit ou le talon gauche? Bon, et alors, réponse de Descartes, eh bien, toutes les parties du cerveau sont doubles, tous nos organes des sens extérieurs sont doubles, les yeux, les oreilles, les lèvres, etc., etc. Et tous nos organes moteurs, les bras, les jambes, etc., sont également doubles. Et à partir de là, le raisonnement de Descartes, c'est de dire que seule cette petite glande pinéale n'a pas de double. Ce n'est donc qu'elle qui peut être le point de jonction, de communication et d'union entre l'âme et le corps.
c'est ce qu'on appelle donc l'hypothèse de la glande pinéale. Alors là, je cite Les Passions de l'âme, livre 1, paragraphe 31. Il faut donc nécessairement qu'il y ait quelques lieux où les deux images qui viennent par les deux yeux se puissent assembler en une, avant qu'elles parviennent à l'âme, afin qu'elles ne lui représentent pas deux objets au lieu d'un. Et on peut aisément concevoir que ces images ou autres impressions se réunissent dans cette glande. Alors, on pourra apprécier aussi il faut nécessairement, comme ça, tout ça est très simple, bon, et bien sûr, il n'y a aucun problème. Il faut nécessairement, et aussi on peut aisément concevoir, enfin, tout ça illustre un fonctionnement déjà observé par Revel dans Pourquoi des philosophes, pour ceux qui sont venus aux autres conférences, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler la démarche performative des philosophes, qui procède par coup de force au lieu d'argumenter et de se demander si un problème se pose réellement. On va décider quelque chose, on va dire que c'est ça la solution, parce que ça nous arrange finalement, parce qu'on l'aura décidé. Si le philosophe a décidé quelque chose, alors cette chose a lieu par le seul fait qu'il est décrété. Ce qu'on appelle le performatif, on dit donc la chose est. Alors ce passage inspire un commentaire assez impitoyable à Jean-François Revel. Il dit: nous saisissons ici parfaitement bien le fonctionnement intellectuel de Descartes. En premier lieu, il pose en termes apparemment scientifiques un problème non scientifique, à savoir l'union de l'âme et du corps. Et sur ce problème qu'aucun biologiste, même croyant, ne traitera jamais en tant que tel, il se penche avec un luxe trompeur de précisions anatomiques, aussi superflu que le serait l'activité d'un stoïcien, donc philosophe de l'Antiquité, se livrant à un exposé très compliqué de géologie pour situer l'emplacement exact de l'âme du monde enseigné dans sa métaphysique. En second lieu, même si l'on accepte d'envisager ce plan à la fois naturel et surnaturel, on est frappé de voir avec quelle facilité Descartes se satisfait des idées qui lui viennent à l'esprit et les affirme aussitôt comme seules possibles et seules exactes. On aurait du mal à trouver un raisonnement plus rudimentaire que celui qui conduit à décréter la prépondérance de la glande pinéale. Et un autre point de l'anthropologie cartésienne, c'est ce que Revel appelle le passage du théologique au technique, c'est-à-dire la façon dont Descartes entend toujours disculper Dieu de la souffrance et de l'erreur. Et sur ce point, Revel va notamment insister sur la théorie de l'erreur telle que Descartes la propose dans la quatrième méditation, dans les méditations métaphysiques. D'où vient l'erreur, se demande Descartes. Comment se fait-il que l'homme se trompe? Eh bien, la réponse de Descartes est la suivante. L'homme a un entendement limité, mais il a une volonté infinie, et c'est par sa volonté qu'il est à l'image de Dieu. Autrement dit Descartes, il ne peut comprendre que peu de choses clairement, mais il a la capacité d'affirmer et de nier à peu près n'importe quoi. Et quand est-ce que va intervenir l'erreur? Eh bien, l'erreur, dit Descartes, elle va se produire lorsqu'il y aura en quelque sorte un débordement de l'entendement sur la volonté. Lorsque nous nous permettons d'affirmer ou de nier quelque chose sur une idée que nous croyons claire et distincte, mais qui en fait ne l'est pas, parce que nous ne l'avons pas assez examinée, et que, comme le dit Descartes, je vous ai reproduit la citation, et que la lumière naturelle nous enseigne que la connaissance de l'entendement doit toujours précéder la détermination de la volonté. Donc ça, c'est la théorie cartésienne de l'erreur, comme débordement de l'entendement sur la volonté. Je me trompe lorsque j'affirme quelque chose sur une idée que je crois claire, mais qu'en fait je n'ai pas suffisamment examinée. Et Revel montre que cette théorie cartésienne de l'erreur, elle est aussi complètement bancale. En effet, si une démonstration est absolument indubitable, dans le cas des mathématiques par exemple, pourquoi la nier? Mais inversement, si une proposition n'est pas claire, alors l'intervention de la volonté est également superflue. Il suffit juste de reprendre le raisonnement et de voir ce qui peut et ce qui doit être éclairci. En somme, dit Revel, si le problème logique est résolu, l'intervention de la volonté est sans intérêt. S'il ne l'est pas, elle est sans intérêt également, au point de vue logique, s'entend. Et sur le plan psychologique, la théorie de Descartes est inapplicable. Car tout le problème est que l'homme a constamment l'impression d'avoir des idées claires et distinctes et des informations suffisantes pour affirmer et nier, alors qu'il ne les a pas.
C'est donc supposer ce problème résolu que de supposer acquise la faculté d'avoir à chaque instant conscience que les conditions logiques du jugement sont réunies ou non. Si cette faculté existait, l'erreur n'existerait pas. Personne ne dit jamais « je n'ai pas encore d'idée claire et distincte sur ce sujet, je vais cependant user de mon libre arbitre pour en affirmer ou nier quelque chose ». Voyez, donc là aussi, dans cette théorie de l'erreur, il y a quelque chose qui ne va pas. Dernier point, donc, les solutions apportées par Descartes aux problèmes qui se posaient à la connaissance de son temps et ce que j'ai appelé la construction du mythe Descartes. Dans les dernières pages de Descartes inutile et incertain, Revel met Descartes en perspective par rapport aux autres scientifiques de son temps. Et il insiste sur le fait, on l'a déjà un petit peu vu, qu'il est urgent de déconstruire la légende d'un Descartes qui participerait activement à la révolution scientifique de la première moitié du XVIIe siècle, alors qu'au total, il a plus été un frein à cette révolution que l'un de ses acteurs. La révolution intellectuelle de la première moitié du XVIIe siècle, dit Revel, elle se construit en gros avec 4 livres vraiment importants. Le Démagnété de Gilbert, dont j'ai déjà parlé, un livre que Galilée considérait comme un modèle. Le Novum Organum de Bacon, Francis Bacon, dont j'ai parlé aussi, qui est un livre où il insiste sur l'observation et l'expérience, justement, qui est un livre important dans la construction de l'idée d'un protocole expérimental en sciences, et les dialogues sur les 2 grands systèmes du monde et les discours concernant 2 sciences nouvelles de Galilée. Au milieu de ses écrits, dit Revel, le discours de la méthode de Descartes est une sorte d'accident, d'exception. Il est à contre-courant. Ce philosophe solitaire, qui veut tout reconstruire tout seul, qui utilise le vocabulaire de la métaphysique la plus traditionnelle, avec ses substances, ses attributs, ses idées qui contiennent formellement ou éminemment d'autres idées, fait figure de résurgence du passé. Tous ceux qui forment alors l'Europe pensante, tous ceux qui participent à la refonte de la connaissance, professent la séparation de la métaphysique et de la science. À son époque, donc, il faut dire que Descartes, finalement, est très isolé. En partie parce que lui-même, comme on l'a vu lors de la séance précédente avec Robert Val, par exemple, donc Descartes est très isolé parce qu'il refuse le débat contradictoire avec les scientifiques de son temps, dès lors que leurs hypothèses ou leurs propositions ne cadrent pas avec sa métaphysique. Et même des esprits religieux, notre Revel comme Pascal ou comme Malebranche, même eux disent qu'il faut distinguer l'ordre de la théologie, de la métaphysique et celui de la connaissance scientifique. Donc la question qui se pose à partir de là est assez claire. Comment se fait-il que malgré toutes ces erreurs et ces approximations, Descartes ait pris une telle importance dans l'histoire des idées et soit devenu à ce point un personnage central et incontournable? Descartes, insiste Revel, n'a pas réellement été glorifié avant le XIXe siècle, donc c'est assez tardif. Au XVIIe et dans la première moitié du XVIIIe siècle, il n'est pas réellement pris au sérieux. Au XVIIe siècle, sa gloire se répand essentiellement dans les milieux mondains. Et il faut rappeler en effet que Descartes meurt à la cour de la reine Christine de Suède en 1650, à qui il donnait des leçons de mathématiques, et qu'il expose sa théorie des passions dans une correspondance suivie avec la princesse Élisabeth de Bohême. Donc on voit finalement un Descartes qui préfère s'entretenir avec les princesses, qui vont l'écouter sagement, sans barguigner, qu'avec des savants ou des philosophes qui pourraient peut-être lui faire des objections un petit peu plus sérieuses, ou qui pourraient peut-être l'ennuyer. Donc on voit qu'il recherche finalement un public assez docile, qui ne va pas trop l'embêter. Alors on pourrait dire, mais Descartes a quand même répondu à des objections dans les méditations métaphysiques, des méditations de Hobbes, de Gassendi, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle les réponses aux objections qu'on place après les méditations métaphysiques. Mais j'avais déjà dit à ce sujet dans la conférence précédente que quand Descartes fait semblant de répondre à des objections, comme il le fait dans les méditations, c'est avec vraiment un art consommé de la rhétorique et de la sophistique, et finalement en faisant savoir
poliment, mais en général assez sèchement à ses interlocuteurs, mais il faudrait reprendre les textes dans le détail pour vous montrer ça. En fait, quand un interlocuteur fait une objection à Descartes, il lui dit poliment mais sèchement qu'il n'a rien compris, et en général il noie le poisson dans les habituelles distinctions scolastiques. Donc, au XVIIe siècle, Descartes n'est pas réellement pris au sérieux. Et même dès la fin du XVIIe siècle, il est totalement discrédité par la science de Newton et aussi par un penseur empiriste anti-métaphysicien comme John Locke. Au XVIIIe siècle, dit Revel, on ne se réfère plus guère à lui que comme une curiosité archéologique. Très influencé par l'empirisme anglais, les philosophes des Lumières ne prennent pas vraiment Descartes, sa métaphysique, ses preuves de l'existence de Dieu, sa distinction entre l'âme et le corps, et sa théorie des idées innées au sérieux. Alors, Revel cite à ce sujet un texte de d'Alembert, donc, vous savez, le fameux d'Alembert de l'encyclopédie qu'il a co-dirigé avec Diderot, qui est un mathématicien et un scientifique important du siècle des Lumières. Et d'Alembert, alors Revel cite un texte tiré du discours préliminaire, non pas de l'encyclopédie, mais d'un traité scientifique qui s'appelle Traité de dynamique. Et cet extrait permet de bien comprendre le peu d'estime et de crédit dont jouit Descartes au siècle des Lumières. Alors même que certains veulent nous faire croire que Descartes serait l'inspirateur par son éloge de la méthode de la raison et de la science du siècle des Lumières. Ça aussi, c'est une autre carte postale que Revel déchire. Alors, voici le texte. « Personne n'ignore, écrit d'Alembert, que les cartésiens, secte qui, à la vérité, n'existe presque plus aujourd'hui. » Vous voyez, en 1743, d'Alembert dit que Descartes, ça n'existe plus. Donc, personne n'ignore, écrit d'Alembert, que les cartésiens, secte qui, à la vérité, n'existe presque plus aujourd'hui, ne reconnaissent point d'espace distingué du corps et qu'ils regardent l'étendue et la matière comme une même chose. Au reste, quelque absurde que nous paraisse l'opinion de ces philosophes, oui, philosophes et pas scientifiques, et quelque peu de clarté et de précision qu'il y ait dans les principes métaphysiques sur lesquels ils s'efforcent de s'appuyer, nous n'entreprendrons point, etc., etc. Bon, là, vous voyez, en 1743, le jugement de d'Alembert est sans appel. Descartes est passé aux oubliettes. Hein, il n'est absolument pas pris au sérieux. Alors, comment, à partir de quand Descartes a-t-il été réhabilité? Donc, j'ai dit, au XVIIe siècle, il n'est pas pris au sérieux. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, non plus. Mais, cependant, il va s'opérer un basculement, justement, quelques années après le texte de d'Alembert que je cite, parce que il est également vrai que la théorie des animaux-machines de Descartes a pu inspirer un penseur comme Lamétrie. Lamétrie est un philosophe matérialiste radical, pour lequel il n'y a que de la matière, l'âme n'existe pas, etc. etc. Et auteur d'un livre intitulé L'homme-machine. Et l'homme-machine, c'est une référence aux animaux-machines de Descartes, justement. Un livre publié 5 ans seulement après le texte de d'Alembert que je vous ai cité. Donc, Lamétrie est un des premiers à réhabiliter Descartes, mais dit de Revel au prix d'un contresens, car Lamétrie fait de Descartes un penseur matérialiste. L'idée de Lamétrie a consisté à dire que Descartes était un matérialiste caché, au fond, qui aurait soutenu l'existence de Dieu et de l'âme pour contenter l'Église, alors qu'en fait, il n'en croyait pas un mot. Et en tout cas, donc, je pense, évidemment, c'est faux, mais comme souvent en histoire de la philosophie, les contresens produisent des effets, et à partir de là, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, va se répandre l'idée d'un Descartes progressiste, que va célébrer la Révolution française. Concernant la construction du mythe Descartes, donc comme philosophe incontournable de la pensée française et européenne, à partir du XIXe siècle, surtout. Alors là, on pourrait reprocher à Revel d'être un peu bref dans la dernière page de son livre et un peu évasif. Il ne cite en effet aucun nom propre. Et il écrit, par exemple, c'est donc à partir du milieu du XIXe siècle seulement
que le cartésianisme est peu à peu élevé au rang de source primordiale de la pensée moderne. On a incomparablement plus écrit sur Descartes depuis 100 ans qu'au cours des 2 siècles qui ont suivi sa mort, au point même que la quasi-totalité de la bibliographie cartésienne s'échelonne entre 1860 et nos jours. Alors c'est vrai, mais là je voudrais juste compléter et préciser un peu ce que dit Revel. Le travail de glorification de Descartes ne commence pas seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais déjà dans la première. Et là, il faudrait parler de quelqu'un qui a joué un rôle important, mais que Revel ne cite pas, mais qui va, à mon avis, dans le sens de sa thèse, c'est Victor Cousin. Victor Cousin, donc, a été le premier à proposer une édition des œuvres de Descartes en 11 volumes, entre 1824 et 1826. Donc, Victor Cousin est un personnage qui, comme certains d'entre vous le savent peut-être, donne son nom à la rue de la Sorbonne, parce que c'est la rue où il y a la Sorbonne et qui donne sur la place de la Sorbonne. C'est un personnage dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a joué un rôle très important dans l'université française, dans la philosophie scolaire et institutionnelle. C'est lui qui a créé le concours de l'agrégation de philosophie en 1828. Un concours dans lequel vous remarquerez que Descartes est très régulièrement mis au programme, à l'écrit ou à l'oral, encore cette année à l'oral. Et donc Victor Cousin édite les œuvres de Descartes, et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il fait précéder les œuvres de Descartes, il fait précéder son édition d'un vibrant éloge de René Descartes, en ouverture du premier volume, où on peut par exemple lire ceci. Cousin dit « Tant que la philosophie et la vérité seront quelque chose sur la terre, on honorera celui qui a jeté les fondements de nos connaissances et recréé, pour ainsi dire, l'entendement humain. » Oui, recréer l'entendement humain. On louera Descartes par admiration, par reconnaissance, par intérêt même, car si la vérité est un bien, il faut encourager ceux qui la cherchent. Là, vous voyez, on entre dans la phase, disons, dont on n'est pas encore sorti, du discours édifiant sur Descartes, du discours héroïsant sur Descartes. Donc c'est ces mêmes éléments de langage édifiant d'un Descartes messianique et héroïsé, donc un Descartes fondateur d'une nouvelle ère. C'est ces mêmes éléments de langage qui seront repris ensuite par Hegel. Je les avais cités en ouverture de la première séance. Il faut rappeler que Cousin connaissait Hegel et qu'il avait traduit d'ailleurs une partie de l'esthétique de Hegel. Ces éléments de langage seront repris par Hegel, par Charles Péguy, par le philosophe Alain et par beaucoup d'autres à sa suite. Juste après ce passage, Cousin dit qu'il faudrait prononcer l'éloge de Descartes au pied de la statue de Newton. C'est complètement délirant, effectivement. En tout cas, il faut insister sur le rôle de Victor Cousin, effectivement, je pense, dans la construction du mythe Descartes, et ça va jouer un rôle important pour la suite. Pourquoi ? Parce que Cousin est l'initiateur d'un mouvement philosophique important au XVIIIe siècle, qui est le mouvement spiritualiste, qui va se développer avec 2 de ses élèves, notamment Jules Barthélemy Saint-Hilaire et Félix Ravesson. Ce mouvement qu'on appelle spiritualiste, donc qui joue un rôle important dans la philosophie française de la seconde moitié du XIXe siècle, eh bien, place au centre de la philosophie la conscience, l'introspection, la vie intérieure du sujet, et ce mouvement, donc, il va se poursuivre après dans toute la philosophie française jusqu'à Bergson, et de façon masquée à travers le mouvement de la phénoménologie. Et à partir de cette époque où la philosophie est de plus en plus rattrapée et même dépassée par la science, elle va, selon un processus déjà souligné par Revel dans Pourquoi des philosophes, je vous renvoie à la séance numéro 3, donc la philosophie va de plus en plus se replier sur la thématique de la conscience, de la vie subjective, de la vie intérieure, par définition, et c'est très pratique, irréductible à la science. Et c'est là où Descartes va jouer un rôle stratégique de premier plan.
Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va absoudre Descartes de toutes ses erreurs scientifiques. D'ailleurs, il y a une phrase de Cousin qui dit, je crois que je ne vous la reproduis pas, dans son éloge de Descartes, Cousin dit « Le temps a détruit les opinions de Descartes, mais sa gloire subsiste ». Vous voyez, c'est assez étonnant comme phrase aussi. Eh bien donc, on va absoudre Descartes de ses erreurs scientifiques pour hisser au premier plan le penseur du cogito, justement. Le penseur du cogito qui se saisit lui-même en tant qu'être pensant dans le doute et qui aboutit à la certitude du « je pense ». C'est une façon de dire que la philosophie, finalement, et c'est ce qui a plu, je pense, chez ces philosophes, à ces philosophes chez Descartes, une façon de dire que la philosophie est à même de s'auto-fonder et qu'elle n'a de compte à rendre qu'à elle-même et à la pensée pensante. Pas à la science, pas à un quelconque protocole expérimental ou à des faits, même de justifier ces affirmations. C'était aussi ça qui me faisait dire la dernière fois que Descartes plaît tant aux professeurs de philosophie, justement. Parce que Descartes, c'est un peu le héros de la pensée solitaire, qui reprend tout par le fondement dans un geste inaugural, etc., etc. Donc dans tout professeur de philosophie, il y a une espèce de fantasme cartésien, justement, d'être, en quelque sorte, de recréer le monde uniquement par la pensée. Hein, ça me semble un point important. Donc, Descartes devient le penseur du cogito. À ce titre, écrit Revel, donc c'est le cogito qui fut sacrée conquête essentielle de la pensée des temps nouveaux. Le cogito réaffirmait l'indépendance de l'homme à l'égard de la matière, la supériorité de la pensée sur les choses, du libre arbitre sur la causalité physique, et porte ouverte à la fois sur l'ontologie spéculative et la philosophie naturelle, il satisfait le désir de transcendance en empruntant le langage de l'immanence. Ce qui est très pratique pour des philosophes républicains spiritualistes du XIXe siècle. D'accord ? Et donc Descartes allait donc à partir de là prendre une place centrale et incontestée dans la philosophie scolaire et universitaire, de la classe terminale à l'agrégation, ou même au doctorat. Il faut rappeler qu'il y a eu 352 thèses soutenues sur Descartes entre 1986 et 2018. Vous voyez, à peu près 35 thèses par an sont soutenues sur Descartes. Et bien sûr, dans l'histoire de la philosophie, des dizaines de livres, des centaines d'articles vont lui être consacrés. Et à partir de là, eh bien, finalement, nous sommes toujours dans cette phase-là de la réception de Descartes. Pour conclure, donc, Revel conclut Descartes inutile et incertain sur une distinction. Une distinction qu'il fait entre ce qu'il appelle une révolution philosophique et une révolution intellectuelle. Alors, quelle est la différence entre les deux ? Revel dit qu'une révolution philosophique change la manière de penser à l'intérieur d'un cadre préétabli et prédéfini, mais sans changer le cadre, alors qu'une révolution intellectuelle va changer le cadre lui-même et va tirer des conséquences pour la pensée de ce changement de cadre. Et la supercherie de Descartes, au fond, dit Jean-François Revel, c'est d'avoir fait passer une simple révolution philosophique pour une révolution intellectuelle. Donc Descartes semble s'opposer, comme Galilée et comme Bacon, aux thèses de la scolastique médiévale, mais pas de la même manière. Son but est de proposer d'autres thèses sans remettre en question le cadre de pensée essentiellement religieux et théologique issu du Moyen-Âge, ce cadre qui soumet la science à la métaphysique. Descartes, dit Revel, reste ainsi fondamentalement un dogmatique qui remplace un dogmatisme par un autre. Alors, il utilise, pour faire comprendre cette distinction entre révolution philosophique et révolution intellectuelle, une image architecturale assez amusante. Une révolution philosophique consiste à changer de locataire, une révolution intellectuelle consiste à inventer une nouvelle architecture. Si imprévus soient les nouveaux locataires, et fussent-ils même ennemis jurés des précédents, ils ne renouvelleront pas l'habitat humain par leur seule présence. Pas plus, pour recourir à une autre comparaison, qu'un changement de dynastie n'est une révolution. Descartes a détrôné les concepts de la scolastique pour faire régner les siens,
mais c'était le même pouvoir qu'il entendait exercer. Donc là encore, idée fondamentale de Revel dans Descartes inutile et incertain, il n'y a pas rupture, mais continuité entre Descartes et la métaphysique médiévale. Et Descartes, donc, en un sens, fait un saut en arrière par rapport à la Renaissance et nous ramène au Moyen-Âge, au fond. Il y a une phrase de Alain, du philosophe Alain, admirateur de Descartes, comme je vous l'avais dit au début de la séance précédente. Il y a une phrase de Alain à propos de Hegel qui dit « Je sens dans Hegel une sorte de Moyen-Âge qui ne veut pas finir ». Eh bien, je pense que Revel pourrait dire la même chose sur Descartes. Hein. Je sens chez Descartes une sorte de Moyen-Âge qui ne veut pas finir. Donc, comme on le voit, Revel, dans Descartes inutile et incertain, ne se contente pas d'expulser sans ménagement le prestigieux locataire pour des loyers intellectuels impayés, mais il sape en même temps les fondements même de l'édifice qui finit par finalement s'écrouler sur l'auteur du discours de la méthode. Et finalement, dans ce champ de ruines, après ce jeu de massacre en quelque sorte, mais quand même très solidement argumenté, Revel nous renvoie la question, au fond, pourquoi avons-nous été si crédules, si peu rigoureux et si peu cartésiens dans l'étude même de la pensée de Descartes? Pourquoi avons-nous eu si peu de doutes à l'égard de sa grandeur pour voir simplement ce qui est un fait? À savoir que Descartes n'est pas un héros, ni le premier philosophe moderne, mais tout simplement le dernier des philosophes médiévaux. Et en un sens, le livre de Revel n'a servi à rien. Publié en 1976, il n'a pas empêché, comme je l'ai dit, la multiplication de thèses sur Descartes, la prolifération de livres, d'articles, de colloques en tout genre, qui commandent Descartes en long, en large et en travers, mais sans jamais se demander si cela vaut une heure de peine, ni si ce qu'il dit est vrai ou peut avoir un sens. Donc, je conclurai cette séance et cette année en disant que l'illusion cartésienne a de l'avenir, et comme le disait Louis Althusser, l'avenir dure longtemps. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, quelques éléments de bibliographie, comme d'habitude. Alors, je vous rappelle que le livre Descartes inutile et incertain, vous pouvez le trouver en édition séparée, mais je pense qu'il doit être un peu difficile à trouver. Il a été repris dans le volume bouquin de 1997, et il a été aussi repris comme chapitre sur Descartes de l'histoire de la philosophie occidentale de Jean-François Revel. Il a enlevé 3 pages à la fin, mais c'est quasiment le même texte. Donc, vous pouvez aussi le trouver dans l'histoire de la philosophie occidentale, c'est le chapitre sur Descartes. Je rappelle aussi le livre de François Azouvi, je pense que vous pouvez le trouver à la médiathèque, je n'ai pas vérifié, qui s'appelle Descartes et la France. C'est une excellente étude historique de la réception de Descartes en France, du point de vue de l'histoire des idées. Les œuvres complètes de Descartes, eh bien, il y a une nouvelle édition en cours, une édition scientifique chez Gallimard, donc plusieurs volumes sont déjà parus, ça c'est le volume des méditations métaphysiques. Et le texte de Victor Cousin que j'ai cité, l'éloge de Descartes, vous pouvez le trouver sur Internet, sur Wikisource, vous pouvez le trouver facilement. Je vous rappelle donc que vous pouvez trouver toutes les informations sur l'Université populaire d'Issy-les-Moulineaux sur Facebook, voir les anciennes conférences aussi sur YouTube. Et je vous dis, eh bien, à l'année prochaine. Et l'année prochaine, nous parlerons du philosophe Jacques Bourrès. Voilà. Et j'ai intitulé ça Jacques Bourrès ou la raison mélancolique. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur la séance du jour, sur Descartes, sur le Descartes inutile et incertain de Revel? Il y a une différenciation entre révolution philosophique et révolution intellectuelle. Écoutez, c'est ce qu'il dit. En fait, l'idée de Revel, c'est que la révolution dans une révolution philosophique, vous changez des thèses à l'intérieur d'un cadre,
et dans une révolution intellectuelle, vous changez le cadre en fait. Et c'est ce qu'a fait quelqu'un comme Galilée, par exemple. Les vraies révolutions scientifiques, Galilée, Newton, Einstein, etc., sont des révolutions intellectuelles au sens où elles changent notre façon de penser. Elles remettent en question les cadres même de notre pensée. Et ce que reproche Revel à Descartes, justement, comme je l'ai dit, c'est d'avoir fait passer une simple révolution philosophique pour une révolution intellectuelle. Voilà. Donc c'est la question du cadre, en fait, qui est en jeu et qui permet de distinguer les deux. Est-ce que quelqu'un a une autre question sur Descartes en général, ou sur Revel, ou sur la critique, toutes les critiques que Revel adresse à Descartes? Oui, madame? Revel n'a pas été tellement suivi. Non. Alors, j'ai essayé de faire des recherches, parce que j'ai un camarade, un collègue qui est spécialiste de Descartes, qui a à peu près mon âge. J'aurais aimé qu'il soit là, je lui ai demandé plusieurs fois, parce que moi j'aime le débat contradictoire. Il m'a dit, mais Revel c'est un tissu d'ânerie, etc., etc. Oui, mais j'ai dit, écoute, je t'offre un débat contradictoire, viens débattre ensemble. Il me dit, non, mais c'est trop compliqué, il faudrait expliquer tous les concepts et tout, les gens ne comprendraient pas. Alors bon, malheureusement, je n'ai pas eu ce débat contradictoire public, et moi je suis pour le débat, donc c'est dommage. Mais j'avais demandé à ce camarade qui connaît très bien Descartes et les commentateurs de Descartes, est-ce que justement ce livre avait été commenté à l'époque et en fait j'ai l'impression pas beaucoup. Il semblerait, mais j'ai pas réussi à retrouver le texte, qu'il y a eu une recension de Jean-Luc Marion en 1976, donc année de parution de ce livre, mais j'ai pas réussi à remettre la main sur ce texte. Et mon camarade me disait, c'est pas vraiment surprenant que c'était un livre absolument méprisé et honni par tous les spécialistes de Descartes, parce que voilà, bon, ça, c'est pas effectivement, c'est pas un commentaire universitaire, si vous voulez, poli, respectueux. Disons, si vous voulez, je pense qu'il y a deux, et au fond c'est peut-être ce qui nous sépare, moi et mon camarade. Il y a deux façons de faire de l'histoire de la philosophie. Il y a ceux qui se demandent ce qu'a vraiment voulu dire un auteur, et ceux qui se demandent si ce qu'a dit un auteur est vrai. Et alors, dans la première école, alors là, vous pouvez toute votre vie vous demander quel est le sens du cogito, ou chez Descartes, ou le sens de tel concept, etc., etc. Mais je pense que ce qui est important en philosophie, c'est de dire, bon, à un moment, est-ce que ce qu'il dit est vrai ou pas ? C'est quand même important. Et ça, c'est quelque chose que remarquait déjà Revel dans Pourquoi des philosophes, c'est que le problème, c'est qu'on ne se demande plus si les systèmes philosophiques disent des choses qui sont vraies et qui correspondent à la réalité, on les étudie pour eux-mêmes finalement. Le système philosophique tient lieu de réel, et donc maintenant l'enjeu, ça va être de se demander, mais quel est le concept de Dieu chez Descartes, quel est le concept de mouvement chez Descartes, etc., etc. Et là, effectivement, je pense que c'est pour ça que la démarche de Revel est assez intéressante. En un sens, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus lire Descartes, par exemple? Est-ce qu'il faut brûler les livres de Descartes? Bien évidemment non. Bien évidemment non. Mais simplement, il faut le lire peut-être de façon un peu moins révérencieuse et un peu plus critique. Descartes a fait beaucoup d'erreurs quand même. Et disons que Revel essaie de tordre un tout petit peu le bâton dans l'autre sens, parce que c'est vrai que quand vous voyez les commentaires ou les commentateurs ou les exégètes de Descartes, il faut à chaque fois s'extasier devant la moindre phrase, sa profondeur, ce qu'on n'a pas bien compris encore, etc., etc. C'est vrai que ce que j'aime bien dans la démarche de Revel, c'est qu'il remet un petit peu l'église au milieu du village, justement. Bon. Et en une centaine de pages, finalement, je pense qu'il va plus loin que des dizaines de milliers de pages de commentateurs qui finalement tournent en rond et ne servent pas à grand-chose, à mon avis. Parce que l'intérêt du livre de Revel, c'est qu'il place vraiment les enjeux aussi au niveau historique, en remettant Descartes dans le contexte de son époque, et en montrant justement, par rapport à tous les autres savants importants de son époque, comment il s'est quand même beaucoup fourvoyé. Voilà.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Et que pensez-vous au fait que vous avez annoncé que l'oral de l'agrégation, il y avait encore des... Oui, alors l'oral de l'agrégation, je ne le passe pas cette année, mais j'ai une collègue qui le passe, et il y a au programme les méditations métaphysiques de Descartes. Alors ça, c'est, comme je vous disais, alors bon, j'ai pas de statistiques en tête, hein, mais tous les 3-4 ans, vous avez Descartes au programme de l'agrégation, soit à l'écrit, comme auteur, soit à l'oral, dans un livre, dans une œuvre au programme. Mais tout ça se tient par rapport à ce que j'ai dit avant. L'agrégation de philosophie a été inventée par Victor Cousin. C'est lui, en gros, qui crée la philosophie officielle, disons, universitaire en France. Victor Cousin est le premier philosophe et universitaire à proposer une édition des œuvres de Descartes, assez peu critique, comme vous le voyez avec son éloge inaugural de Descartes. Et donc, Descartes va devenir, au fond, un auteur fétiche, pas seulement un auteur fétiche de l'agrégation, mais un auteur fétiche de la philosophie universitaire en général. Et en plus, particulièrement en France, parce que Descartes, c'est la France, justement. C'est notre fierté nationale. Donc il y a toujours aussi cette petite dimension de chauvinisme par rapport à Descartes. Voilà. Eh bien, je vous remercie et bon été à vous. Au revoir, à l'année prochaine.